Bonjour, docteur Delorgeril. Je suis ravi Bonjour. de vous avoir aujourd'hui avec nous. Vous êtes un médecin français, mais pas que. Vous êtes cardiologue, mais vous êtes avant tout un scientifique, quelqu'un qui publie énormément de recherches scientifiques, d'études scientifiques. Vous êtes bilingue. Vous êtes aussi nutritionniste et chercheur au laboratoire TIMC du Centre national de recherche scientifique CNRS. Une chose pour laquelle les gens peut-être vous connaissent beaucoup plus, c'est par rapport à vos livres, mais on sait que c'est arrivé en fin de carrière, mais vous êtes avant tout quelqu'un qui publiait beaucoup de recherches et d'études scientifiques, notamment une qui avait été reprise de Serge Renaud, Le paradoxe français, qui m'avait beaucoup interpellé et beaucoup intéressé. Et aujourd'hui, je vous invite sur notre chaîne afin de parler de la science et à savoir si on pouvait lui faire confiance. Il y avait, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, dans le British Medical Journal, il y avait un article qui avait été paru et qui avait été publié par un rédacteur en chef expérimenté du BMJ, qui expliquait que quand les politiciens et les gouvernements suppriment la science, et lorsque la bonne science est supprimée, des gens meurent. Et j'aurais aimé avoir votre avis par rapport à cette science, par rapport à ces études, on l'a vu pendant cette histoire de Covid, par rapport à ces études qui sont publiées et qui sont martelées aux gens comme si c'était de la science. Et je voudrais aussi comprendre comment quelqu'un comme vous, quelqu'un qui a une éducation scientifique et qui a aussi une âme, j'ose le dire, parce que la soupe est bonne, on ne va pas se le cacher, quand on publie certaines études et qu'on va dans le sens de Big Pharma et de tous ces conglomérats qui travaillent à autre chose que le bien commun, on va le dire aussi poliment qu'on peut. Et je voudrais savoir justement pourquoi quelqu'un comme vous décide de choisir le chemin de la vérité, celui de dire les faits, dire les choses telles qu'elles sont, plutôt que de manger à la gamelle. Je sais, mais ça fait partie de mon style. Oui, d'accord. Alors, il y a plusieurs aspects, hein, parce que il ne faut pas croire que la médecine scientifique, elle existe depuis Hippocrate. Oui, c'est un acquis, la médecine scientifique. Hein. Je distingue la science en général de la médecine scientifique, qui est mon domaine spécifique. Donc, la médecine scientifique, c'est quelque chose de récent. Hein, on peut dire que ça mûrit véritablement dans la deuxième moitié du XXe siècle. Hein, donc ça, qualitativement, on a une bonne médecine scientifique depuis moins de 50 ans. Vous voyez, quand je publie ma thèse de médecine en 1976, on n'en est qu'au balbutiement. Hein, c'était à ce moment-là. 1976, vous voyez. Et ensuite, voilà, ça mûrit vraiment, je pense, dans les années 90. Alors moi, j'ai vécu toute cette période de naissance et de maturation de la médecine scientifique qu'on peut résumer. Vous voyez, souvent, les gens ont des idées fausses hein, sur la science. Vous voyez, on va dire Einstein, Marie Curie, etc. Oui, ça, c'était des scientifiques, on va pas dire le contraire, mais c'était des scientifiques naïfs. Vous voyez, ils utilisaient des procédés, Einstein, c'était les mathématiques, Marie Curie, c'était de la physique, mais ils n'avaient pas les mêmes problématiques que nous aujourd'hui. Et notre problématique, nous, c'est qu'en médecine, c'est qu'il faut que l'on contrôle. C'est ça la définition de la médecine scientifique. Hein. Il faut que l'on contrôle les effets du hasard. Alors, souvent, les gens me disent oui, bah, la science c'est pourri, maintenant c'est commercial. Oui, ça c'est vrai, mais le problème, et donc il faut en tenir compte, bien sûr, mais le problème fondamental du scientifique, c'est le contrôle du hasard, parce que le hasard, il peut vous faire croire n'importe quoi. Vous voyez, vous pensez à quelqu'un pendant votre dîner, vous sortez et vous le rencontrez, il y a quelqu'un qui va vous dire oui, ben c'est le bon Dieu qui, etc. Ben non, c'est le hasard. Voilà. Bon. Et le hasard peut vous induire en erreur. C'est ça, la médecine scientifique, c'est comment maîtriser les effets du hasard. Et donc, au cours du fin du 20e, début du 21e siècle, on a
mis au point un certain nombre de méthodes, de raisonnements pour maîtriser les effets du hasard. Alors, donnez-nous un exemple justement de hasard, parce que je veux que les gens comprennent précisément de quoi vous parlez. Ben, Dans le cadre de la médecine. Bien sûr, je vais vous donner un exemple. Pendant des dizaines d'années, j'en prends un, mais je pourrais en prendre bien d'autres, mais celui-là, il est tellement caricatural que voilà. Pendant des dizaines d'années, les médecins prescrivaient au moment de la ménopause des hormones de substitution aux femmes. Hein, la ménopause, c'est une chute des hormones sexuelles. Elles sont pas bien, elles ont des malaises, elles ont des bouffées de chaleur, elles perdent leurs cheveux, la peau s'abîme, elles perdent du muscle. Alors, le médecin, au moment où on a des hormones, eh ben, il prescrit des hormones et les femmes vont beaucoup mieux. Bon, et les investigateurs ont l'impression qu'il y a une diminution des complications cardiovasculaires qui apparaissent généralement au moment de la ménopause chez la femme. Hein, les hommes faisaient leur infarctus à 50 ans, mais les femmes le faisaient plutôt à 65 ou 70. Et donc, il naît l'idée que les hormones de substitution à la ménopause, c'était le traitement préventif des complications cardiovasculaires de la femme. Mais ils y croyaient dur comme... Ils y croyaient vraiment. Et c'était... Bon, jusqu'au jour... Alors, en plus, venait se greffer là-dessus l'histoire du cholestérol, parce qu'à la ménopause, comme les hormones sexuelles s'effondrent, le cholestérol monte. Alors là, il disait, ben regardez, le cholestérol monte, ils font des infarctus et des AVC. Et quand je donne les hormones de substitution, le cholestérol baisse, donc je leur sauve la vie. Ouais, c'était le raisonnement. C'est magnifique que vous le mentionnez, ça, parce que c'est magnifique que vous le mentionnez, ça, parce que je le dis souvent à mes clientes, je le dis souvent à mes élèves. Mesurer le cholestérol chez une femme ménopausée, mais c'est juste une débilité. Et puis, quand on prend ça en compte, enfin, on ne va pas rentrer dans l'histoire du cholestérol, on l'a fait en long, en large et en travers, mais c'est sublime que vous le disiez. Bon, mais c'est normal hein, que le cholestérol monte lors de la ménopause, forcément. Hein, bon, peu importe. On s'en fout, en fait. Mais les médecins y croyaient, les femmes y croyaient, on a même prescrit des hormones féminines aux hommes en espérant diminuer le risque cardiovasculaire. C'est un énorme essai piloté par l'OMS hein, dans les années 60-70. Bon, là, on avait déjà eu une alerte, hein, c'était catastrophique, on a dû arrêter très rapidement tellement il y avait de complications cardiovasculaires chez ceux qui recevaient des hormones sexuelles féminines. Bon, alors, tout ça, ça a duré, je ne sais pas, 25 ans, et un beau matin, il y a des investigateurs américains, c'est généralement eux hein, qui enfoncent les portes, on va faire un essai clinique pour voir quel est vraiment l'effet des hormones sexuelles à la ménopause. Et là, c'est la Women Health Study. Et là, catastrophe, on a plus d'infarctus, plus de complications thromboemboliques, etc. chez les femmes. Alors, c'était du double aveugle, donc c'est de la bonne méthodologie, mais catastrophe. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire, c'est les femmes qui reçoivent les hormones qui ont le plus de complications cardiovasculaires. Alors là, vous êtes face à une... Alors là, vous avez de la bonne science, un essai clinique randomisé en double aveugle qui est crédible. Et puis, les autres qui disaient que les hormones, c'était formidable pour empêcher l'infarctus, c'était aussi c'est des gens qui se pensaient scientifiques. Hein. Alors, pourquoi ils se sont trompés? C'est ça la question. Ce n'étaient pas des gens malhonnêtes. À l'époque, le business n'était pas trop introduit dans la médecine scientifique. Pourquoi ils se sont trompés? Simplement parce que la population de femmes qui prenaient des hormones, hein, c'était des études d'observation, hein, ces femmes-là étaient différentes de celles qui n'en prenaient pas. Celles qui prenaient des hormones, probablement, hein, avaient un mode de vie, avaient des conditions d'existence différentes de celles qui ne prenaient pas
des hormones, qui étaient peut-être plus pauvres, qui avaient… Donc, c'était deux groupes différents, et c'est ça le hasard. Le hasard fait que les femmes qui prenaient les hormones étaient différentes, mais ça se comprend bien maintenant. C'était pas le même niveau social, elles étaient plus informées. Elles allaient voir le gynécologue qui prescrivait l'hormone, etc. Peut-être qu'elles fumaient moins, peut-être que ceci, peut-être que cela, mais bref. L'étude d'observation qui avait conclu que les hormones protégées, eh bien, avait été victime des effets du hasard. D'accord. Est-ce que on aurait tort de parler de problèmes de postulat? Est-ce que quelque part c'est pas le réductionnisme et cette fameuse tendance à vouloir s'attacher à un seul élément plutôt que d'étudier la globalité de la chose? On va en venir à Descartes par là. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça le gros problème de la science? Est-ce que ce n'est pas son postulat? Non, je ne pense pas. Mais non, le postulat, c'est-à-dire vous posez une hypothèse. Moi, je vous pose juste la question de savoir si quelque part, en termes justement de méthode, de façon d'aborder la science, est-ce que cette façon qu'on a eue de pencher plus vers le réductionnisme plutôt que vers l'holisme, est-ce que ce n'est pas ça au final qui nous induit quelque part en erreur? Et ce que vous appelez hasard, est-ce que ce n'est pas justement le fait d'un biais par rapport à notre approche, par rapport au fait dont on aborde justement ces problèmes et dont on élabore nos recherches? Alors, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que là, la médecine scientifique, elle doit répondre à des questions spécifiques. Là, en question, on a pris un exemple, on a plein d'autres exemples comme ça. Oh, il y en a énormément. C'est est-ce que moi, le docteur Dupont, au coin de la rue, je prescris des hormones de substitution à cette femme ménopausée qui vient me voir parce qu'elle a des bouffées de chaleur. Voilà. Et est-ce que, en faisant ça, je lui rends service ou pas? Alors, eh bien, c'est un problème énorme. Comme vous dites, c'est un problème holistique parce que cette femme, il faut la réconforter, il faut la rassurer, il faut calmer ses symptômes. Oui, mais si en lui donnant un médicament, parce qu'un traitement hormonal, c'est un médicament, si en lui donnant un traitement hormonal, je favorise une phlébite et une embolie pulmonaire, eh bien que là, ça ne va pas du tout. Oui, le rapport bénéfice-risque, il est catastrophique. Oui, absolument. Mais pour autant, quand on part sur la ménopause, ce n'est pas une maladie. Donc, quelque part, lui donner un médicament. Moi, je sais que dans mon approche, jamais, au grand jamais, je fais intervenir de l'extérieur des hormones. J'essaie d'abord de comprendre la cause, justement, de ces bouffées de chaleur. Pourquoi est-ce qu'elle est dans tel état alors qu'elle arrive à un âge où, normalement, ce n'est pas un souci. Quand on regarde, justement, les études du docteur Weston Price par rapport au monde ancestral et par rapport à la façon dont on gérait l'alimentation, et on va y venir, je sais que c'est un nouveau dada, je sais que par expérience, quand je fais des prises en charge, et notamment au niveau hormonal, je sais que j'ai quand même pas mal d'expérience, je travaille beaucoup là-dessus, et je fais rarement intervenir justement des hormones. Pourquoi? Parce que je ne veux pas justement troubler les feedbacks que reçoit l'hypophyse, etc. Et quelque part l'atrophier en l'habituant, en donnant quelque chose de l'extérieur. Je veux laisser au maximum le corps faire son travail, mais encore là aussi, faut-il partir du bon postulat, comprendre qui est la femme, quels sont ses besoins à cet âge spécifique. J'aime beaucoup parler de résilience métabolique et justement de tous ces nutriments au-delà des macronutriments. Ok, mais là, vous êtes un peu dans la théorie. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, le médecin généraliste ou le gynécologue, il voit arriver quelqu'un qui a des symptômes et qui a une souffrance. Et il faut, d'une manière ou d'une autre, aider cette personne-là. Et là, bien sûr, on peut, vous avez parlé des bouffées de chaleur parce que j'en ai parlé, mais il y a bien d'autres symptômes de la ménopause qui sont très très pénibles. Il y a des femmes qui ne dorment pas, etc., etc. Donc là, c'est souvent des femmes qui ont des responsabilités familiales, professionnelles, etc. Oui, c'est ça l'approche holistique. Et alors, je lui dis des bonnes paroles,
où je lui donne des plantes ou je ne sais pas quoi. Non, ça c'est pas possible là. Donc, non, c'est pas possible. Il faut absolument gérer l'urgence. Moi, je suis absolument d'accord avec vous. Je ne suis jamais en opposition avec la médecine holistique, allopathique. Ce que je veux dire par là, c'est que on doit chacun travailler dans son domaine. Quand l'urgence est traitée, faire appel à des gens qui vont travailler justement le fond. Et comme je l'ai dit, c'est pas une maladie, donc il faut pas forcément. Bon, attendez, je pense que là, vous m'avez demandé un exemple de comment la médecine scientifique a pu corriger une erreur majeure de la médecine conventionnelle. Et j'ai essayé de vous expliquer pourquoi il y a eu une erreur. Bon, ok, mais après, je ne pense pas qu'on va rester sur la ménopause. Non. Les hormones hypophysaires, les ovaires, etc. En fait, ce n'est pas mon métier, moi, ça. Donc, je vais être très, très prudent. Justement, voilà, un scientifique, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à aller au-delà des domaines sur lesquels il a travaillé. Je ne vais pas aller faire la leçon à un psychiatre ou à un neurologue. Je vais rester dans mon domaine spécifique qui est le cardiovasculaire. Et je vais rester dans mes domaines spécifiques en fonction, et c'est ça qui est important, en fonction des données scientifiques solides qui sont à ma disposition. Ça ne veut pas dire que je critique le médecin de quartier, le médecin même à l'hôpital universitaire qui, tous les jours, voit des dizaines de patients et est obligé non pas de répondre à l'urgence, mais la médecine scientifique ne répond pas à toutes les questions. Vous voyez, quand je vous dis le traitement hormonal, il nous a fallu 25 ans pour que enfin on mette en place un essai clinique randomisé, tirage au sort, etc., qui permettent de répondre à la question. Mais vous voyez, la multitude de questions qui se posent en médecine, et vous n'allez pas faire un essai clinique à chaque fois. Vous voyez, d'autant plus que, vous voyez, par exemple, pour la prévention des cancers, vous ne pouvez pas faire un essai clinique. Vous n'allez pas dire à des fumeurs, je te donne un placebo, toi je te donne un médicament. Non, c'est éthiquement pas possible. Donc, je reviens à la question initiale. Est-ce qu'on peut faire confiance à la science? Alors, la réponse est oui, bien sûr, il faut. Encore faut-il que les données scientifiques que nous récoltons ou que nous produisons soient de haute qualité. Et le problème que nous avons à l'heure actuelle, c'est que, en fait, ce que je dis, en général, les universitaires, les plus conventionnels, et par conséquent la haute autorité de santé, pour parler des fonctionnaires et des gouvernants, le savent. Et donc, ils disent, c'est un autre aspect très important, ils disent, j'autorise la mise sur le marché de tels médicaments à condition que j'ai des scientifiques solides me permettant de dire que le rapport bénéfice-risque est favorable, autrement dit qu'il y a vraiment un effet médical significatif et que les effets indésirables sont pas trop importants et qu'ils sont largement compensés par les effets bénéfiques. Ça, c'est bon. Mais très vite, là, nous vivons une époque, et c'est pour ça que la notion de confiance est très importante. Nous vivons une époque où le business est roi. C'est une règle dans le système capitaliste, et business first. On est dans l'ère des marchands. Oui, mais c'est pas nouveau ça. Non, c'est pas nouveau ça. Enfin, on va pas remonter toute la chaîne, mais on sait que l'autorité spirituelle, quand il n'y a plus d'autorité spirituelle et que le pouvoir temporel prend le dessus, je vais pas épiloguer là-dessus, mais c'est vrai que quand on a un pouvoir commercial qui passe avant le bien commun, forcément, on l'a vécu, vous l'avez dit, on a eu une période qui est quand même assez spéciale. Il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il ne s'est rien passé, mais moi, je reste quand même choqué de la façon dont on a géré l'information et dont on a prétendu, entre guillemets, dans les médias, que c'était scientifique. On se rend bien compte aujourd'hui,
qu'on a été quand même leurré sur pas mal de choses. Et que quelque Voilà, part, même voilà. même s'il y a l'épithète science, c'est pas forcément qualitatif. Voilà, non, mais l'épithète, vous voyez, justement, là, on est dans une société où la plupart des gens vivent dans l'illusion. Ouais, c'est scientifique, donc c'est vrai. Ouais, attendez, là, doucement, c'est pas parce que vous dites que c'est scientifique, c'est pas parce que la haute autorité de santé dit cet essai clinique a été validé. Ouais, si les personnes qui ont validé l'essai clinique, le comité nommé par la HAS, la haute autorité de santé, ce sont des gens qui sont liés à l'industrie ou aux gouvernants, hein, parce que les gouvernants sont pieds et poings liés vis-à-vis de l'industrie. Hein. Aujourd'hui, Sanofi fait la loi. Hein. Bon, alors donc, Sanofi, Pfizer et les autres. Et donc là, c'est pas parce qu'il y a l'épithète science que vous pouvez avoir confiance. Non, ça marche pas comme ça. Mais c'est pas nouveau. Comment dire, presque depuis le 19e siècle, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous dites qu'il n'y a pas de pouvoir spirituel. Et bien sûr qu'il y a un pouvoir spirituel, mais c'est d'autorité spirituelle. D'autorité spirituelle. Oui, d'autorité. Moi, qu'est-ce que vous voulez? L'autorité spirituelle pour les chrétiens, c'est le pape. Qu'est-ce que vous croyez que le pape va aller faire avec les hormones de substitution? Le pauvre. Vous voyez? Non, mais on est là dans le quotidien, dans le terre à terre. C'est tous les jours que je le vis tous les jours avec toutes sortes de médicaments qui sont prescrits en toute bonne foi par des médecins qui, en toute bonne foi, pensent que derrière ces recommandations officielles, il y a de la science. Mais non, il y a une science frelatée. Vous voyez, c'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent « j'ai pas confiance en la science ». Vous voyez, je prends un exemple. On va prendre un autre exemple parce que c'est toujours bien d'avoir des exemples bien concrets. Hein. Bon, on a vécu la Covid. Vous l'avez vécu comme moi. Oui. Absolument. Absolument. Bon, alors on a vécu des épisodes qui étaient à la fois comiques et tragiques. Le fameux professeur Raoul qui arrive et qui dit moi j'ai la solution, l'hydroxychloroquine, c'est le médicament qu'il faut pour soigner la Covid. J'en ai la conviction et donc moi par exemple je lui dis pourquoi pas, très bien. Vous voyez, donc lui c'est pas un postulat, c'est une affirmation. Et je lui dis, fais un essai clinique pour nous montrer que cette hydroxychloroquine, qui n'a jamais été testée dans le Covid, puisque la Covid est une maladie nouvelle, et montre-nous que c'est efficace. Et lui de dire, moi je suis un scientifique, je n'ai pas besoin de faire un essai clinique pour démontrer que c'est mon expérience, je suis sûr que, en avant la musique. Bon, alors évidemment, ça c'est un professeur d'université, c'est un grand virologue, je ne porte pas de jugement de valeur, mais il dirigeait en tout cas un grand institut réputé. Attendez, voilà, donc, et donc plein de gens de toute bonne foi se sont précipités derrière lui en disant si lui le dit, c'est que c'est vrai. Bon, et puis les faits se sont accumulés, et puis à nouveau. Alors évidemment, il y a ceux qui ont dit ce type est fou, c'est pas un scientifique, moi j'ai autre chose, tel autre médicament proposé par tel autre industriel, etc. Bon. Alors là, on avait la plus grande confusion, des disputes, le président de la République qui donne son avis, c'était tragicomique. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de science. C'est aussi simple que ça. Et alors, beaucoup de gens, et c'est une catastrophe que l'on vit en ce moment, notamment dans la jeunesse, on dit, mais regardez tous ces professeurs d'université qui se disputent et nous racontent tout et n'importe quoi. C'est ça la science. Je ne crois plus à la science. Nous, on a des étudiants en thèse qui sont très sceptiques.
On va dire, mais c'est quoi ce spectacle qui nous est donné, les scientifiques? On ne peut pas croire. Oui, mais ne pas croire au professeur Raoul, c'est une chose. Mais ne pas croire au principe de la médecine scientifique, c'est tout autre chose. Mais s'il n'y avait eu que Raoul, regardez ce qui s'est passé avec les vaccins, un simulacre de science. Et les gens sont arrivés en disant 95% d'efficacité avec nos vaccins Pfizer et Moderna et AstraZeneca et ils ont été retirés aujourd'hui. Et Poutine avec son Sputnik, 90% d'efficacité. Mais alors, là, la personne simple qui n'a pas compris ce que c'est que la médecine scientifique, va vous dire, tous ces scientifiques, ce sont des farceurs. Je ne les crois pas. Et c'est dramatique parce que ils vont dire, oui, mais alors, ces histoires de changement climatique dites par les scientifiques, c'est aussi des farceurs. On introduit là, dans la société des biais de raisonnement qui sont catastrophiques parce que si vous n'avez pas la méthode scientifique, alors vous n'aurez jamais une description de la réalité et vous n'aurez jamais, comment dire, des solutions solides. C'est catastrophique ce que l'on vit en ce moment. Mais ce scepticisme anti-scientifique. Et c'est le cœur de notre sujet, puisque c'est, est-ce qu'on peut encore faire confiance à la science? Bien sûr que oui. En fait, je pense que les gens ils considèrent que il y a certaines sortes d'innovations qui sont le bienvenu en science lorsqu'elles s'inscrivent dans les cadres établis et qu'elles ne menacent pas les intérêts acquis. Mais en dehors de ce type d'innovation routinière, la science présente de nombreuses similitudes avec les systèmes dogmatiques, pour en revenir à ce qu'on disait par rapport à l'autorité spirituelle et tout ça. Elle présente de nombreuses similitudes avec justement les systèmes dogmatiques, dans le sens où les dissidents ne sont pas le bienvenu, sont même ignorés, rejetés et parfois attaqués. Ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à certaines études qui pourraient être faites, par rapport à certaines sciences, certaines applications de cette science qui pourraient être utiles, si elles ne sont pas dans le sens de justement ce qu'on décrivait comme les marchands, dans leur intérêt, si ça ne va pas dans leur intérêt, mais on a vite fait justement dans les études de pair, etc., d'être mis de côté, rejetés et même ostracisés. Oui. Et c'est peut-être dans ce sens-là. Ce n'est pas dans le sens où on rejette toute la science. Ce serait aussi bête que d'aller dans l'autre sens. Mais qu'à un moment donné, on peut se poser la question sur l'utilisation de cette science. Est-ce qu'elle va dans le sens du bien commun? Là, on a cité l'histoire du Covid. Est-ce que justement ces injections qui ont été faites étaient pour le bien commun? Est-ce qu'elles ont fait du bien ou est-ce qu'on est allé en inverse justement du bien commun? Alors, si maintenant on fait un retour d'expérience, je vais publier un livre de 500 pages sur l'histoire de la Covid. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Ça sera en librairie, j'espère au mois d'août, bon, septembre, bon, peu importe. Mais voilà, là, maintenant, il s'est passé 4 ans d'une crise sanitaire majeure. On peut le voir de différentes façons, mais ce qu'il faudrait faire, ce que feraient des militaires, c'est ce qu'on appelle un retour d'expérience. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a dit quoi? Qui a fait quoi? Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on aurait dû faire autrement? Et si on s'est trompé, quelle est l'origine de l'erreur, etc. Mais, et ça, c'est aussi de la science. C'est analyser a posteriori ce qui s'est passé véritablement. Alors, c'est une science un peu faible, c'est de l'épidémiologie, mais c'est fondamental. Et là, vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a les conventionnels et puis il y a les dissidents. Et donc, il y a discussion, il peut y avoir même dispute. Ça, c'est la vie de la science. Les scientifiques n'arrêtent pas de se disputer. Un type comme Einstein, qui est un mathématicien, bon, il était autiste, mais aussi mathématicien, mais quand il allait dans les grandes réunions de la société de physique allemande, ils en arrivaient presque aux mains. Donc, alors ça, c'est exagéré, bien sûr, mais c'est pour vous dire que même que des gens
très sage en apparence, c'est un rigolo, hein, Einstein, mais se disputent. Et il n'y a rien de mal à se disputer, comme vous dites. Au contraire. Au contraire, c'est en se disputant. Au contraire, c'est au travers des débats qu'on. Voilà. On progresse, bien sûr, c'est en se disputant qu'on progresse. On devrait à tout prix favoriser la discussion et respecter ceux qui ne sont pas d'accord avec vous et à essayer d'arriver à des consensus. Mais pour arriver exactement. À un consensus, moi, je suis pour le débat dans le sens où on rentre dans un débat pour faire éclater la vérité. Je sais qu'il y a plein de gens pour les scientifiques, il n'y a pas de vérité. Hein. Ouais, ben voilà, moi, c'est le côté qui m'emmerde un peu, c'est le côté, voilà, juste, comment j'allais dire, tout le monde a raison, quoi. Tout le monde a raison, il n'y a pas de vérité. Non, c'est pas ça. Non, là, vous vous trompez, je m'excuse. Ok. On va prendre l'exemple à nouveau de la médecine scientifique, c'est mon domaine. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de vérité? Parce que la science ne fabrique pas la réalité. Elle essaie de la décrire. Il y a la réalité et puis il y a la connaissance. Ce sont les deux mamelles de la science. Et la réalité, qu'on le veuille ou non, elle nous est inaccessible. Par contre, on peut essayer de décrire ce que l'on est capable de comprendre. Et ça s'appelle une théorie scientifique. Et par définition, les théories scientifiques, elles sont fragiles et susceptibles d'être modifiées. Dans l'histoire des sciences, c'est sans cesse une modification des théories, et les théories visent à décrire la réalité. Et donc, quand un scientifique propose une théorie, il sait qu'elle va être à un moment ou à un autre critiquée, que ce soit la physique, la chimie, vous voyez, on est passé de la physique de Newton à la physique quantique. Mais c'est pas pour ça que Newton était idiot ou fou ou qu'il avait tort. Il avait raison, mais on peut faire une description beaucoup plus élaborée de la physique de Newton grâce à la physique quantique. Et donc, nous, scientifiques, on fabrique des théories, mais on est toujours prêt. Moi, on me l'a souvent reproché, hein, parce que j'ai été un des premiers dans la cardiologie européenne et même nord-américaine à dire que le cholestérol, c'était important. Hein, j'avais des arguments pour dire, voilà, j'avais travaillé ceci, cela, et je disais à mes collègues, il faut mesurer le cholestérol parce que c'est prédictif, etc. Ouais, j'ai changé d'avis. Et certains me le reprochent. À un moment donné, quand les médicaments, les statines sont arrivés sur le marché, j'ai été avec des essais cliniques montrant un effet significatif sur la mortalité cardiovasculaire. J'étais assez naïf pour y croire. Vous voyez, l'essai, le fameux essai avec la simvastatine qui va bouleverser tout ce champ de la médecine, hein, cholestérol, statine, etc. C'est publié en 1994 et il va me falloir à moi 10 ans pour comprendre que c'était une caricature et qu'on s'était moqué de moi. 10 ans. Ouais, 10 ans de travail. Bon. Et pendant 10 ans, certains de mes collègues qui n'avaient pas du tout compris ce qu'était l'essai 4S, la simvastatine, etc., me disaient « t'es un traître ». Et je n'étais pas un traître, je croyais à ce qu'on me disait. Je faisais confiance jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'avais été trompé. Bon, et alors là, tout d'un coup, j'ai voulu publier mes critiques et c'est l'autre camp qui m'a dit que j'étais un traître. C'est ridicule, ouais, c'est une évolution des visions, des théories. Et donc, en travaillant, il m'a fallu 10 ans pour travailler ce sujet du cholestérol, de l'athérosclérose, etc. Comment ça joue, comment se fabrique l'athérosclérose. J'ai fait des autopsies, j'ai fait toutes sortes de travaux.
Mais d'autres en parallèle faisaient ça aussi au Japon. J'avais des copains au Japon, en Suède, aux États-Unis, à Chicago, etc. Déjà dans les années 60, ça avait commencé aux États-Unis. Il y avait le fameux docteur Raven aussi qui avait. Enfin, il y a eu. Enfin, c'est vrai que ça a commencé à l'exploser bien avant. Raven défendait la théorie du cholestérol. Mais c'est pas dans les années 60, hein, c'est plutôt dans les années 80. Mais bon, peu importe. Tout ça pour dire que ça bouge. Vous voyez, la science solide, elle bouge tout le temps. Donc il n'y a pas une vérité, il y a des théories qui peuvent être acceptables à un certain moment et puis qui évoluent grâce au travail des scientifiques. Et donc, justement, c'est là qu'il ne faut pas que ça devienne dogmatique, et c'est là que nous, on dit que la science, elle évolue de funérailles en funérailles. Quand on a un dogme qui ne fonctionne plus, eh bien, on l'enterre et on passe au suivant. Et on n'a pas à faire de partisanisme. Enfin, je veux dire, la vérité, elle n'a pas de camp, elle n'a pas de race, elle n'a pas de religion. La vérité, je sais que vous avez un problème avec ce mot, mais les faits, on va parler de faits. Quand il y a des faits qui sont avérés, on a d'autres solutions que d'aller dans leur sens. Et justement, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre le docteur de l'Orgeril qui, lui, choisit de… Justement, voilà, j'allais vous ouvrir la voie pour y aller. C'est qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre un docteur de l'Orgeril qui choisit justement l'éthique et qui choisit de s'accrocher aux faits et de se dire, bon, mais voilà, telle chose a été démontrée, ça ne marche pas, eh bien, il faut qu'on le dise, et entre quelqu'un qui sait tout ça et qui ne va pas aller dans ce sens-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait dans votre âme? Qu'est-ce qui fait dans votre âme que vous choisissez ce chemin plutôt que d'aller manger la soupe comme le font certains? Mais c'est pas forcément aller manger à la soupe. Je veux dire, tout le monde n'est pas méchant dans le camp opposé. Je vais vous donner des exemples. Mais avant de vous donner des exemples intéressants, amusants même, il ne faut pas trop qu'on perde de temps. Je reviens sur cette idée. Il n'y a pas de vérité. Il y a, surtout dans les sciences de la vie, vous voyez, dans la vie, ça bouge. La planète, aujourd'hui, elle n'est pas comme elle était il y a 1000 ans. Et dans 1000 ans, elle sera différente. Comme tout change, tout bouge. Ça, c'est Einstein hein, qui montre ça. Hein, c'est la relativité. Donc, il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une réalité. Il y a des théories qui expliquent, qui décrivent. Et il faut, nous, scientifiques, être prêts à modifier, améliorer ces théories. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a la physique quantique qu'on rejette la physique de Newton. C'est pas les funérailles de Newton. Newton, c'est un génie. Vous voyez, bon, et Archimède aussi. Hein, mais on fait beaucoup mieux qu'Archimède. Bon, peu importe. Vous me demandez qu'est-ce qui fait les différences. Alors, moi, pendant très longtemps, je vous raconte une histoire personnelle, comme ça, ça illustre. Hein. Donc, j'ai 3 enfants, j'ai vacciné mes enfants selon les recommandations de la médecine conventionnelle. En fait, mes enfants, je les confie au pédiatre du coin parce qu'il est recommandé parmi les médecins de ne jamais s'occuper de sa famille. Voilà. Donc, hop, c'est le pédiatre vaccine ça. Et puis, dans différentes circonstances, je me suis rendu compte tout d'un coup qu'il y avait un problème avec la médecine des vaccins. Alors, c'est un vieux monsieur qui n'était même pas un scientifique, qui n'était même pas un médecin, mais qui, dans des conférences, montrait des données épidémiologiques telles que je me suis dit, ce monsieur s'appelle Michel Georget, il est décédé maintenant, c'était un monsieur formidable, très humble, mais qui a sorti des bouquins. Et une fois, je vois sa conférence, je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Il est fou, quoi, ce type. Bon. Et puis une deuxième conférence, et puis je vais le voir, et puis on discute, et je me suis dit, bon Dieu, mais s'il a raison, c'est que la médecine des vaccins est complètement fausse. Et je me suis mis à travailler sur la médecine des vaccins. Et donc comme scientifique, hein, c'est-à-dire, j'ai refait l'histoire, hein, j'ai refait les données basiques, d'où ça venait, le vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la polio,
tout revu et j'ai publié, vous voyez, c'est une collection, hein, je ne sais pas si vous la connaissez, hein, celui-là, c'est le vaccin contre la grippe, mais j'en ai publié 12 comme ça, les uns après les autres. Et en fait, je montre que la médecine des vaccins, ce n'est pas une médecine scientifique. C'est une religion. Oui, c'est enseigné comme ça, quelque part. Oui, voilà, je n'ai même pas enseigné. Moi, on ne m'a rien enseigné sur les vaccins. Hein. Ouais, ça dure quoi, 1 heure hein, dans le cursus, un truc comme ça, hein, je crois. Ça dépend. Enfin, bref, ça dépend des spécialités. Maintenant, je vais vous raconter ce qui s'est passé réellement avec l'éditeur. Parce que mes éditeurs habituels ne voulaient pas en entendre parler, parce qu'eux-mêmes étaient dans la doxa. Voilà. Tu ne vas quand même pas me dire que le vaccin contre la rougeole, ce n'est pas efficace. Je dis oui, ce n'est pas efficace du tout, ce truc. Bon, ok. Ben, finalement, il y a un éditeur qui se présente et je lui envoie mes manuscrits. Et puis un jour, il me convoque et il me dit Michel, j'ai envoyé tes manuscrits sans ton accord, mais j'ai envoyé tes manuscrits à 2 universitaires, des infectiologues du plus haut niveau académique. Et les 2 m'ont répondu la même chose. C'est mon éditeur qui me l'explique. Il me dit Delorgerie, il a raison. Ses descriptions, son manuscrit, c'est parfait, mais je suis d'accord avec lui. Mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas éditer. Il ne faut pas imprimer ça. Attendez, alors l'éditeur qui n'est ni médecin ni scientifique, c'est un éditeur. Et pourquoi? Parce que ça serait remettre en question la médecine des vaccins. Voilà. Alors on en est des universitaires, donc ils ont conscience que leur vaccin, voilà, on n'a pas de démonstration que le vaccin contre la diphtérie c'est efficace. Et pourtant, on oblige les familles à vacciner les enfants. Et c'est la même chose avec la grippe. Chaque année, on fait tout un bastringue pour dire vaccinez-vous contre la grippe, ça va vous sauver la vie. Aucune donnée scientifique solide. C'est là que la science, elle devient révolutionnaire. C'est là que la science, elle va contre la société conventionnelle. Et la science, elle dit attendez, vous obligez des familles, des médecins à vacciner des bébés de 2 mois, 11 vaccins obligatoires, alors qu'il n'y a pas de données scientifiques solides qui légitiment ces obligations. C'est là que c'est une histoire de fou. C'est là que ça devient une histoire de fou, en fait. De fou ou mais ces gens-là croient bien faire. Ils pensent réellement que bien qu'il n'y ait aucune donnée scientifique solide, vous voyez, c'est là que non, la science… Là, quand on vous dit, OK, on sait que ce que vous dites, c'est vrai, mais on ne va pas le publier parce que ça va à l'encontre. Mais c'est une dinguerie, ça. Ah oui, mais c'est comme ça. Mais oui, donc voilà, c'est là que je me dis que quand même, merci mon Dieu, il y a encore des médecins comme le docteur Delorgerie qui vous mettez tout sur la table, quoi. C'est-à-dire que vous prenez d'énormes risques en faisant des choses comme ça. Enfin, il faut le dire. On l'a vu à travers des débats. Je vais vous dire, j'ai eu des plaintes au Conseil de l'Ordre. Mais les plaintes au Conseil de l'Ordre concernant mes bouquins sur les vaccins, c'était des choses du genre, c'est pour ça que je m'en suis très bien tiré, je suis toujours au Conseil de l'Ordre, je n'ai pas été, radié, je peux pratiquer la médecine, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé devant des gens qui me disaient « Vous avez publié telle chose ». J'ai dit « Attendez, là, c'est ce que vous me reprochez, c'était vaccin contre la rougeole et autisme. » Et je n'ai pas de conclusion, parce qu'on n'a pas de données scientifiques vraiment solides. Mais il y avait des scientifiques qui publiaient des données montrant une relation, une association. Bon, alors moi, je traduis l'abrégé de l'article et je le publie. Et là, on me dit, non, il ne faut pas introduire le doute dans les familles, comme quoi le vaccin contre la rougeole favorise l'autisme. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai traduit de l'anglais au français un abrégé, le titre, etc., d'un article publié dans une grande revue américaine. Qu'est-ce qu'il y a à me reprocher là? Je fournis une information. Je ne dis pas que je suis d'accord. Et bon, alors évidemment,
le juriste qui préside le Conseil de l'ordre, la chambre disciplinaire, il ne pouvait pas me punir, il n'avait rien fait de mal. Ah ouais, c'est une alerte. Et les lanceurs d'alerte, ils ont le droit de vivre quand même. Bon, vous voyez, de moins en moins. Mieux qu'autrefois. Hein. Bon. Mais maintenant, regardez ce qui s'est passé avec le vaccin anti-Covid. Hein. Alors, on vaccine tout le monde, et tout d'un coup, on dit, oh là là, mais il y a des complications thromboemboliques, il y a des gens qui font des thromboses cérébrales, etc., surtout avec le vaccin AstraZeneca, etc., etc. Attendez, c'est des complications qui sont parfois mortelles. Oh, c'est très rare par rapport au nombre de vaccinés. C'est un vaccin dont les effets, les bénéfices ne sont pas prouvés, et vous tuez les gens. C'est inacceptable. Bon, alors, évidemment, ça discute dans les bureaux des ministères, etc. Et on décide de suspendre les injections du vaccin AstraZeneca. Et on suspend, et vous avez vécu ça, on suspend, tout en disant c'est une suspension provisoire, et ce n'est pas pour autant que les vaccins anti-Covid ne sont pas extrêmement bénéfiques. Allez, c'est sidérant, c'est hallucinant, parce que c'est hallucinant. Nous, on parle en termes de statistiques, mais humainement, ce que les gens ont vécu et ce qu'ils vivent encore aujourd'hui, mais c'est juste proprement scandaleux. Je veux dire, voilà, enfin, maintenant, bon, on va pas durer plus longtemps parce que j'aurai énormément de choses encore à vous dire et on n'a pas beaucoup de temps. Je sais que votre temps, il est précieux. Je vais juste vous poser une question. C'est quoi la solution, docteur Delorgeril? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Parce que là, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. On vient de vivre un épisode juste incroyable. La science ne peut pas continuer comme ça. Et justement, moi, je tends une perche parce que j'appartiens à un domaine qui est celui de l'holisme, etc. Et justement, les conversations, les débats, parler à des gens comme vous et leur demander leur point de vue, ce qu'eux envisagent pour le futur de la médecine et le futur de la science, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire immédiatement pour changer justement ces aberrations? En quelques mots. Oui, en quelques mots, la seule solution, je reste dans le domaine de la médecine, hein, la seule solution, c'est la médecine scientifique. Mais une médecine scientifique rigoureuse, conduite par des gens indépendants et qui soient réellement des scientifiques, des experts et qui ne regardent pas d'autre chose que l'intérêt général. Et encore, je m'en fous, moi, de l'intérêt général, qui regarde simplement la qualité du travail produit et la qualité des théories qui émergent. Ça, en mesurant la conséquence des réponses qu'eux peuvent vous donner, sachant qu'au final, vous venez de le décrire, on peut avoir des gens, enfin, des catastrophes dans les familles, des gens qui meurent, des gens, c'est juste horrible. Et oui, et donc, mais la seule solution, c'est la médecine scientifique. Vous n'en avez pas d'autre, parce qu'il faut rétablir le travail, mais faire ça. Et alors, si c'est pour envoyer une fusée vers Mars, je m'en fous complètement. Vous voyez, ok. Bon, si c'est pour faire une voiture électrique ou pour faire des batteries, etc., c'est la technologie, c'est plus de la science, c'est plus une description du réel. Hein, c'est plus c'est bien sûr de la connaissance, mais c'est pas la connaissance du réel. Alors, la seule façon de procéder, c'est de rétablir la primauté de la médecine scientifique. Hein, et ça, je vais vous dire, c'est une révolution. C'est une révolution. Si vous arrivez à ce niveau d'exigence, ok, c'est-à-dire une science indépendante, ok, alors là, juste pour vous donner un exemple, hein, c'est la dernière chose qu'on va dire, mais on pense toujours que le summum de la science, c'est les prix Nobel. Okay. Bon, eh ben, si vous regardez à qui sont attribués les prix Nobel depuis 50 ans, c'est toujours des prix Nobel qui récompensent, on va dire, des découvertes ou des technologies, etc., qui ont donné lieu à un business. Hein, le prix Nobel 2023 a été donné aux gens qui ont travaillé sur les ARN messagers qui ont permis la mise au point des vaccins anti-Covid à base d'ARN messagers. Ça, c'est le dernier exemple. Et
et je le raconte dans mon bouquin. Or, ces gens, ils ont mis au point une technique, c'est pas du réel, ça, c'était une astuce technique pour pouvoir injecter des ARN messagers sans qu'ils soient immédiatement détruits par le système immunitaire. Et on a célébré ça en disant c'est des gens formidables qui ont sauvé la planète. C'est ça aujourd'hui. Ouais, ça on le sait nous, ouais, je veux dire voilà, enfin, on pourrait élaborer là-dessus, mais j'essaie de m'en tenir parce que moi les gens qui me suivent, ils me connaissent, ils savent que sur ces sujets. C'est tragique. Voilà, on peut parler. Non, mais c'est plus que tragique, mais à côté de ça, non mais regardez, évidemment moi j'ai travaillé sur ce sujet, des ARN messagers trafiqués pour pouvoir en faire des vaccins, mais ces investigateurs, ils avaient sonné l'alarme. Ils avaient dit, attention, il faudra s'en servir avec beaucoup de prudence de notre nouvelle technologie, parce que sur la base de quelques expériences que nous avons faites, ça favorise l'auto-immunité et ça favorise les complications de type thrombose et hypercoagulation. Autrement dit, eux, alors que c'était il y a 10 ans, ils avaient annoncé des complications prévisibles de l'utilisation inappropriée de leur technologie. Et donc, le scientifique en question, là, Weissman et Carico, etc., finalement, c'est des gens sympas, c'est pas eux qui ont fait des vaccins. Et ils ont mis au point une technologie, ce qui n'est pas de la science, il ne faut pas confondre technologie et science, mais à côté de leur technologie, ils avaient fait un petit peu de science et ils avaient donné l'alerte. Et on a négligé tous les aspects alertes pour ne garder que l'aspect technique pour en faire des vaccins. La question qu'on pourra se poser une autre fois, parce que là aujourd'hui on n'a pas le temps, c'est le pourquoi de tout ça. J'en ai parlé avec le docteur Pamar, on a parlé d'hypnose de masse, on a parlé de beaucoup de sujets, mais ça ne va pas être le sujet du jour. En tout cas, moi je vous remercie pour toutes ces informations. Je suis vraiment ravi que les gens qui vont suivre cette chaîne puissent avoir ces contenus. Et puis, j'aime beaucoup la façon dont vous parlez directement, vous parlez avec le cœur. On pourra avoir aussi un débat une autre fois sur le relativisme et tout ça. Enfin, voilà, c'est un long sujet, tout ça. On reviendra là-dessus. En tout cas, moi, je vais vous demander juste un service, c'est de laisser votre ordinateur allumé pendant 5-10 minutes parce que ce système, il récupère aussi des données pour améliorer la qualité de la vidéo. Donc, laissez-le allumer juste 5-10 minutes. Et je vous remercie énormément. Je vous souhaite de continuer comme ça. Je vous souhaite une longue vie. Et je souhaite vraiment vivement qu'on puisse avoir une autre entretien sur d'autres sujets parce que vous me passionnez. Ok, juste, je peux enlever mon casque Ouais. Hein, je peux faire autre chose pendant que l'ordinateur est Oui, sans problème. Parce que je suis très occupé par ailleurs. Non, mais je sais. En tout cas, merci beaucoup et à très vite. Courage. Allez, bye bye. Au revoir.